Aujourd'hui, on voit que de plus en plus de penseurs, de plus en plus de citoyens, de mouvements politiques même, considèrent l'accélération d'un œil critique. Ils le considèrent comme un processus qui est porteur de danger, finalement même qui est porteur de régression. On est à l'inverse du concept qui a sous-tendu la technologie, l'accélération de la technologie qui était le progrès. Et après avoir anéanti l'espace avec les chemins de fer, après avoir anéanti le temps avec Internet, on voit dans l'éloge de la vitesse, comme elle avait été très bien écrite, très bien pensée par Marinetti dans son manifeste du futuriste dès 1909, on voit que ça nous a fait oublier qu'il pouvait y avoir en fait un progrès sans accélération. Un espèce de progrès à vitesse constante, celui de l'université, de la science, et même qu'il peut y avoir une accélération sans progrès, ce que bien souvent est la Silicon Valley ou la politique d'innovation, de recherche et développement de certaines industries. Le premier qui a dénoncé cette accélération sans progrès, c'est Nietzsche. On est en 1878 et dans Humain trop humain, il condamne déjà l'accélération de la vie qui n'est pas l'accélération de l'histoire. Et il dénonce son époque où, selon lui, on fait que s'affairer, que s'agiter comme dans une ruche, avec finalement tout ce que ça va produire sur la psyché humaine. C'est le siècle des machines. Et ce siècle des machines, il va catalyser l'accélération de la vie économique et il va surtout pousser les citoyens à se transformer justement, comme nous dit Nietzsche, en des petites abeilles complètement affairées, dominées, qui ne cessent de tourbillonner mais dans un but imprécis, inutile. Pour Nietzsche, c'est d'ailleurs le culte du travail qui caractérise le monde moderne dans une inversion des valeurs, la fameuse inversion des valeurs, qui était au départ celle de l'Antiquité, où on mettait en vie la vita contemplativa. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus le travail que la pensée, que la contemplation, qui est devenue cette source de honte, en fait. On a honte d'être intelligent, de contempler, de penser, de réfléchir, de prendre son temps. Et il dit, Nietzsche, qui se sent lui-même inactuel, intempestif, et il déplore déjà, avant Paul Valéry, cette valorisation de l'homme d'action, de celui qui s'agite constamment et qui finalement va tuer le savant, le sage de l'Antiquité et le modèle du loisir studieux, ce qu'on appelait l'otium. Pour Nietzsche, l'homme moderne a un jugement très partiel et en fait faux, il est bête. Il est bête parce qu'il n'a pas le temps de se forger une opinion personnelle, il n'a pas le temps de puiser à sa propre source, de prendre le temps de se connaître, de connaître sa culture, ses racines. Et c'est le tempo de la modernité, ce prestissimo, qui l'empêche de digérer cet afflux d'informations et en fait cette masse d'impressions très disparates, de points de vue, de sensations, d'art très différents. En fait, l'homme moderne, pour Nietzsche, réagit au lieu d'agir. Et à l'époque, on est bien avant la presse tabloïde, les chaînes d'information en continu, Twitter, ou les fameux bullshit jobs qui avaient été débusqués par le génial et très regretté sociologue David Graeber, où on voit la domination d'ailleurs aujourd'hui des métiers de la tête sur les métiers du cœur ou les métiers manuels, comme l'a dénoncé aussi David Goodhart avec beaucoup d'acuité. Et ce sont les fameuses professions délirantes dont parlait déjà Paul Valéry dans Monsieur Test. Je ne peux pas me retenir de vous dire ce passage magnifique qu'il écrit 50 ans après Nietzsche. Paul Valéry. Ces métiers dont le principal instrument est l'opinion que l'on a de soi-même et dont la matière première est l'opinion que les autres ont de vous, les personnes qui les exercent, vouées à une éternelle candidature, sont nécessairement toujours affligées d'un certain délire des grandeurs, qu'un certain délire de la persécution traverse et tourmente sans répit. Chez ce peuple d'unique règne la loi de faire ce que nul n'a jamais fait et que nul jamais ne fera. C'est du moins la loi des meilleurs, c'est-à-dire de ceux qui ont le cœur de vouloir nettement quelque chose d'absurde. Ils ne vivent que pour obtenir et rendre durable l'illusion d'être seuls, car leur supériorité n'est qu'une solitude située sur les limites actuelles d'une espèce. Ils fondent chacun son existence sur l'inexistence des autres, mais auxquels il faut arracher leur consentement qu'ils n'existent pas. Remarquez bien que je ne fais que de déduire ce qui est enveloppé dans ce qui se voit. Si vous doutez, cherchez donc à quoi tend un travail qui doit ne pouvoir absolument être fait que par un individu déterminé
et qui dépend de la particularité des hommes. Songez à la signification véritable d'une hiérarchie fondée sur la rareté. Et bien c'est ça, c'est ce que Valéry illustre, c'est que l'agitation de façade que dénonce déjà Nietzsche n'est qu'une forme de paresse, une paresse qui s'épargne l'effort de la réflexion, la patience de la méditation et au fond le travail de l'esprit. Cette accélération apparente ne fait en fait que cacher à l'époque une mortelle inertie. Et pire encore, Nietzsche parle de nouvelle barbarie. Pour lui, l'inquiétude moderne qui se cache sous cette accélération, c'est une perte de culture, au sens de la formation. Parce que cette agitation s'accroît tellement que, je cite Nietzsche, la haute culture n'a plus le temps de mûrir ses fruits. C'est comme si les saisons se succédaient trop rapidement. Faute de quiétude, notre civilisation aboutit à une nouvelle barbarie. Et oui, qui n'a pas ressenti cela dans son quotidien de décideur, de cadre, même d'étudiant? Ce schéma organique du développement à un rythme plus lent est finalement pour Nietzsche toute la formation apollonienne des individus, c'est-à-dire cet idéal, ce lien entre la culture et le loisir, ce plaisir, ce goût de connaître, cet orgueil du savoir qui nécessite justement du temps libre, contrairement au dionysiaque, au festif, au rapide, au tout de suite. Selon lui, c'est justement ce temps libre, cet otium, qui serait le frein parfait, le frein de secours pour une civilisation trop rapide où on a honte du repos, où on a des rumeurs à méditer et, au fond, une société qui répand une stérilité de l'esprit où même, je cite Nietzsche, on vit comme quelqu'un qui sans cesse pourrait rater quelque chose. Faire n'importe quoi plutôt que rien, ce principe aussi est une corde propre à étrangler toute culture et tout goût supérieur. C'est-à-dire que Nietzsche, au XIXe siècle, voit déjà le FOMO, le Fear of Missing Out. Il a un siècle et demi d'avance sur une des causes du mal-être et de la fatigue informationnelle contemporaine. Et lorsque Nietzsche parle de barbarie, il parle bien sûr pas du fascisme à l'époque, mais du nihilisme que représente pour lui la destruction de la culture et du loisir au profit de cet affairement mercantile, cette société de la consommation qui pressent, avec ce concept de loisir qui va jouer un rôle stratégique encore dans toutes les résistances aux formes économiques et techniques de l'accélération. On en reparlera plus tard, notamment avec les travaux de Karl Marx.